C'est un gros choc parce qu'elle a le visage très marqué, tuméfié. C'est quelqu'un qui la connaissait, qui avait décidé de la tuer en l'humiliant et en la jetant comme une ordure, ce qui est absolument abject. Et il m'a appelé en me disant « Il faut que je vous parle, j'ai fait une très grosse bêtise ». Le lundi 23 juin 2008, le corps de Caroline Marcel, partiellement dénudé, est découvert sur une rive du Loiret. Il y a eu une profanation sexuelle. Non seulement vous perdez la personne, mais vous la perdez dans des conditions qui sont atroces. Cette mère de famille de 42 ans a été sauvagement agressée alors qu'elle faisait son jogging. Ce genre de choses, vous les voyez à la télévision, mais comme tout le monde, vous dites que c'est pas, enfin, voilà, c'est pour les autres, c'est pas pour vous, quoi. Pour élucider le crime, les enquêteurs vont suivre de nombreuses pistes. Non seulement il n'y a pas d'ADN, non seulement il n'y a pas d'empreinte, et en plus il n'y a pas de témoin oculaire. C'est extrêmement rare et ça rend la tâche des enquêteurs extrêmement difficile dès le départ. Un homme déjà condamné pour agression sexuelle va très vite se retrouver au centre des investigations. C'est quelqu'un qui croisait certainement, comme beaucoup de gens, Caroline à chaque fois qu'elle sortait de chez elle pour aller courir. Mais rapidement, des témoignages orientent les policiers vers l'ex-compagnon de Caroline Marcel. Il surveillait ses déplacements. Elle a compris qu'elle était surveillée. Il prend le téléphone et il commence à m'insulter de connard, de sous-merde, de tout ça, et qu'il voudrait bien me voir pour me péter la gueule. 1 an après le meurtre, un nouveau crime relance l'enquête. C'est vrai qu'il y a, au niveau du mode opératoire, certaines similitudes. Quand on m'a fait part de ces informations, j'ai tout de suite cru que c'était le coupable. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Néga Raheri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Retour de week-end pour les élèves. Il est 8h ce lundi 23 juin 2008, quand Patrice Adamzac accompagne sa fille de 11 ans à l'école primaire d'Olivet, à côté d'Orléans. Depuis qu'il s'est séparé de son épouse, c'est toujours le même rituel. Comme tous les lundis où j'avais la garde, j'emmène ma fille à son école, un petit peu en avance, parce que l'habitude était que sa mère l'attendait pour lui parler, pour la voir 5 minutes, pour l'embrasser. Elle trouvait que le papa ne peignait pas bien, ne mettait pas forcément la bonne tenue. Et ce matin-là, sa mère n'était pas là. Quand on avait 5 minutes, j'appelle sur son téléphone et là, je tombe sur le répondeur. C'est étonnant que Caroline Marcel ne soit pas devant l'école. Cette maman divorcée de 42 ans n'a jamais raté ce rendez-vous matinal avec sa fille. Surpris, sans être vraiment inquiet, Patrice Adamzac se rend à son travail sans se poser trop de questions. Ce jour-là, j'ai une grosse journée parce que je recrute mon adjoint. J'ai toujours en tête le fait que je ne l'ai pas vu, mais je ne prends pas la peine de l'appeler. Et puis, je suis en plein entretien, il doit être quasiment 19h, encore avec un autre candidat. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne, mon portable, et là, c'est la directrice de l'école qui me dit qui m'appelle parce que sa mère n'avait pas été chercher ma fille à l'école. Je sais tout de suite, à ce moment-là, qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais j'arrive pas à sortir d'une sorte de torpeur. Donc j'arrive à l'école, je discute même pas avec la directrice, ça se passe très rapidement, je m'excuse et je repars. Je me dis qu'il faut que j'appelle la police, mais je vais pas le faire dans la voiture parce que je suis avec ma fille. Donc là, je me dis je peux pas appeler. Donc j'arrive de nouveau au bureau et là je m'isole et j'appelle le petit bureau de police qui est juste à 150 mètres de la maison de Caroline. Patrice Adamzac confie alors aux enquêteurs son inquiétude. Il me demande comment elle était, sa taille, sa couleur de cheveux et si elle allait courir au bord du Loiret. Et là, je comprends que par ces questions, ça devient de plus en plus grave. Je pensais que c'était déjà très grave, mais là, je pense que c'est de plus en plus grave.
Et ils me disent « faut que vous alliez au commissariat central d'Orléans, et là on vous attend ». Et là, bon. Au même moment, Anissa Blanquet, la meilleure amie de Caroline Marcel, reçoit un appel téléphonique. La maman de Caroline qui me dit excuse-moi de te déranger, Anissa, te serait-il possible de te rendre chez Caroline? Elle a dû laisser une fenêtre ouverte, l'alarme s'est déclenchée. Et je lui ai dit pas de problème, j'y vais. J'arrive chez Caroline, je me gare, je rentre. Et là, dans la cour, juste avant d'entrer dans la maison, un homme arrive sur moi, habillé en civil, et la personne se présente très vite en me montrant sa carte, en me disant « Ne vous inquiétez pas, je suis de la police, ne vous inquiétez pas ». Et me dit « Votre ami a disparu ». Je lui dis « Comment ça, disparu ? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me répond « Écoutez, si ça vous dérange pas, on aimerait que ce soir, entre 22h et 22h30, vous vous rendiez au commissariat d'Orléans. On voudrait vous interroger. » De son côté, Patrice Adamzac dépose sa fille chez sa sœur. Je pense surtout qu'elle comprend quelque chose de très grave quand je demande à ma sœur, qui est en pleurs, parce qu'il y a ça aussi, de la prendre en charge, et en lui expliquant qu'elle va dormir chez ma sœur. Elle avait 11 ans, il est clair qu'elle perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais je ne parle pas, elle ne parle pas. Direction ensuite le commissariat central d'Orléans. Et là, j'ai été pris en charge par la police, et qui m'ont déjà dit qu'il avait été découvert un corps le matin d'une personne faisant son jogging qui pouvait correspondre à la description que j'avais faite. Ce genre de choses, vous les voyez à la télévision, que ce soit de la fiction ou que ce soit la réalité, mais comme tout le monde, vous dites que c'est pas, voilà, c'est pour les autres, c'est pas pour vous, quoi. Anissa Blanquet se rend elle aussi à la PJ. Là, j'ai compris que ça allait pas. Et là, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit d'un coup, écoutez, on a retrouvé le corps de votre ami dans le Loiret. Enfin, ils m'annoncent ça brutalement, d'un seul coup. Et là, je réalise qu'effectivement, c'est grave. Ils auditionnaient Anissa. Je décide de l'attendre. Donc, je suis dans les couloirs. Quand je suis sortie du bureau des enquêteurs et que j'ai retrouvé Patrice, il a fallu accuser le choc. Que Caroline était décédée. Ça a été difficile. Et puis, bien sûr, on pleure, on parle des choses comme on peut. Les questions viennent après. Sur le coup, il faut digérer l'information. Excusez-moi, j'ai encore du mal à en parler. Il faut digérer l'information, il y a le choc. Les questions, on se les pose après. Qu'est-ce qui s'est passé si j'avais été avec elle? Est-ce que ce serait arrivé? Est-ce que ça l'aurait sauvée ou pas? L'ami et l'ex-mari de Caroline Marcel sont les seules personnes à être au courant de la terrible découverte. Les policiers ne veulent pas encore ébruiter la nouvelle, car seule l'autopsie permettra d'établir avec certitude l'identité de la victime. Mais la conviction des enquêteurs est faite. Ils sont certains que la joggeuse retrouvée morte est bien Caroline Marcel. Ils sont également déjà convaincus qu'elle a été victime d'un meurtre, car les premières constatations qui ont été effectuées le lundi dans l'après-midi permettent de conclure sans aucun doute possible à la piste criminelle. C'est un instituteur en sortie scolaire qui a découvert le corps à Olivet, petite commune proche d'Orléans. Le sentier de la Motte Saint-Avy où a été découvert le corps, c'est l'endroit bucolique à souhait, c'est des petits sentiers très arborés, on chemine, on serpente le long de la rivière le Loiret, il y a des petits ponts fleuris, il y a les anciens moulins. C'est très boisé, c'est un très joli lieu, puisque c'est un lieu de tourisme, un lieu de balade, de pique-nique pour les familles et de sport aussi pour les adeptes du footing. C'est très vert.
bordé par la rivière le Loiret, donc c'est un très beau lieu. Un très beau lieu qui va devenir le théâtre d'un crime extrêmement violent. C'est une affaire comme ça qui fait irruption à la rédaction. Je ne sais plus si c'est les pompiers ou la police qui nous prévient qu'un corps est en train d'être pêché. Le corps est celui d'une femme âgée d'une quarantaine d'années. Il flotte sur le ventre, près de la rive en contrebas du sentier. J'arrive sur les lieux le lundi et un périmètre de sécurité vient d'être mis en place. Les plongeurs des sapeurs-pompiers sont chargés de sortir le corps de l'eau. On va essayer de le sortir sur l'endroit qui est le plus plan, le moins risqué pour rajouter des lésions de traînage qui seraient simplement des lésions d'extraction du corps, de manière à ce que les traces qu'on va retrouver soient celles occasionnées avant qu'on ait retrouvé le corps et non pas au moment où le corps a été sorti du cours d'eau. Il est 13h25 lorsque les policiers de l'identité judiciaire arrivent sur les lieux. Ils sont accompagnés d'un médecin légiste qui effectue les premières constatations. Le corps n'est pas abîmé, il y a cependant des lividités qui se sont installées, il y a un début de rigidité, donc on donne une estimation dans les 12 à 24 heures par rapport au moment de la mort. La victime est vêtue d'un t-shirt remonté sur son visage et d'un short baissé au niveau des genoux. On observe par ailleurs de nombreuses traces de violence sur le corps. Des lésions traumatiques multiples sur la face, sur les parties découvertes. Donc il y a eu une lutte des éléments de traînage, des éléments de résistance de la personne et un décès qui s'est fait certainement avec du temps pour occasionner ce type de lésion. Et lors de cette agression mortelle, le tueur a commis un acte effroyable. Les constatations sur place permettent de suite de voir qu'il y a eu donc une profanation sexuelle avec une branche qui a été introduite dans le sexe de la victime. Tout ça indique qu'il y a eu des traumatismes, des violences, des actes d'agression sexuelle. De leur côté, les policiers se lancent à la recherche d'indices. Ils mettent sous scellé des mégots, une bouteille de verre, une boucle d'oreille et le contenu des poubelles. Des traces au sol attirent également leur attention. Si on tire un corps par les avant-bras, pour l'amener vers la rivière, on va forcément occasionner des ripages sur les parties qui sont traînées, qui sont le plus au contact du sol. Les premières constatations apportent finalement peu d'éléments matériels. Quand j'arrive sur place, ce qui ressort immédiatement, c'est que l'enquête va être longue, va être difficile. Donc immédiatement, on nous dit que l'enquête prendra du temps. Jean-Marc, nous sommes au bord du Loiret, à l'endroit même où le corps de Caroline Marcel a été découvert. Il flottait là, dans l'eau, à quelques mètres de la rive. Qu'est-ce que ce lieu vous inspire ? Les journalistes locaux l'ont bien dit, cet endroit est fréquenté par des promeneurs, des familles, des sportifs. Il y a donc très peu de chances pour que cette agression mortelle ait eu lieu en pleine journée, d'autant qu'on le sait maintenant. Caroline Marcel a eu le temps de se défendre, a donc dû crier, peut-être même appeler au secours. Ce crime a eu lieu au mois de juin, et au mois de juin, les journées sont longues. Il est donc tout à fait probable que Caroline Marcel ait été agressée soit tôt le matin, soit tard le soir. En tout cas, pas en pleine nuit, car cet endroit est dépourvu d'éclairage public. Et on imagine mal Caroline Marcel en train de faire son jogging dans le noir. Il y a une autre possibilité, Jean-Marc, c'est que le meurtre ne se soit pas déroulé ici et que l'on ait transporté le corps à cet endroit. C'est très peu vraisemblable, Arnaud. Les traces relevées au sol, les constatations laissent réellement à penser que le crime a eu lieu ici. Et puis, il y a un élément macabre qui me conforte dans cette idée. C'est la branche retrouvée dans le corps, dans le vagin de Caroline Marcel. Il s'agit, je l'ai appris, d'une branche de marronnier. Et des marronniers, comme on peut le voir, il y en a un peu partout ici. Selon les premières constatations et les observations du médecin légiste dépêché sur place, cette scène de crime pourrait faire penser à une agression sexuelle qui dégénère.
Effectivement, d'abord, l'endroit désert à certaines heures de la journée s'y prête. Et puis le fait que le corps de Caroline Marcel ait été découvert alors que son t-shirt était remonté, son short baissé et cette branche d'arbre introduite dans son vagin fait bien sûr penser à une agression à caractère sexuel. Mais il ne s'agit que d'une impression. Cette impression n'est étayée par aucune autre constatation. Rappelez-vous, Arnaud, rappelez-vous l'affaire Daval. Au tout début, on pensait que cette joggeuse avait été victime d'un agresseur sexuel. Or, la suite de l'enquête et puis le procès ont démontré qu'il s'agissait de toute autre chose, d'un féminicide. À l'issue des premières constatations, le corps de Caroline Marcel est transporté à l'Institut médico-légal d'Orléans. L'autopsie est programmée pour le lendemain matin. Au même moment, Patrice Adamzac, l'ex-mari de Caroline Marcel, décide d'appeler ses beaux-parents pour leur annoncer la terrible nouvelle. À 11h, Patrice m'a appelé en me disant une jeune femme avait été découverte qui flottait et cette jeune femme, c'était Caroline. Je reçois un appel téléphonique de ma maman qui me dit tout de suite Caroline est morte. Je prends immédiatement la décision d'aller à Orléans. Et j'arrive au commissariat d'Orléans, je suis dans une salle d'attente. La première personne que je vois, c'est Patrice Adamzac, donc l'ex-époux de Caroline. Je devais identifier le corps de Caroline le mardi matin à la demande des policiers. Et puis Vincent immédiatement s'est proposé, voulait y aller. Et j'avoue que ça m'a beaucoup soulagé. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je sais qu'on s'est retrouvé avec Patrice. Je crois me souvenir qu'il n'était pas pas vraiment prêt à faire cela. Et donc, in fine, c'est moi qui suis allé reconnaître le corps de Caroline. J'avoue que j'étais soulagé. Je pense que ça aurait été pour moi un traumatisme que de le faire. Le mardi matin, Vincent Marcel se rend donc à la morgue pour identifier le corps de sa sœur. Et je reconnais, donc j'entre, et là, il y a effectivement Caroline. C'est un gros choc parce qu'elle a le visage très marqué, tuméfié. Donc on voit elle a été battue. Bien évidemment, j'étais pas prêt à ça. Sans surprise, Vincent Marcel confirme aux enquêteurs que la victime est bien sa sœur. Après cette formalité douloureuse, le médecin légiste peut débuter l'autopsie. L'examen externe révèle toute la violence du crime. On va avoir des ecchymoses sur le front, on va avoir des ecchymoses sur la joue, on va avoir des ecchymoses sur la lèvre, on va avoir des lésions sur le bord de la mandibule à différents endroits, donc des coups qui ont été portés. La victime a également reçu un violent coup à l'arrière de la tête. On a une plaie sur le crâne, une plaie qui est assez linéaire, qui est nette et qui est un peu comme un éclatement. Là, on a forcément l'utilisation d'un objet ou forcément une chute sur un rebord. Le coup porte les traces d'un étranglement. On va retrouver des marques de strangulation, c'est-à-dire 2 marques échymotiques de sillon complets, horizontaux, faisant tout le tour du cou, qui indiquent bien qu'on a essayé d'étrangler la personne en passant 2 fois un lien dont on ne connaît pas la nature, qu'on ne peut pas préciser. L'autopsie se poursuit. L'examen des bronches montre que le tueur a étranglé Caroline Marcel, tout en lui plaquant la tête au sol. On peut tout à fait imaginer qu'il a mis la tête dans la terre pour étouffer un cri. Le médecin termine son expertise en s'intéressant à la branche insérée dans les parties génitales de la victime. Les organes génitaux sont intacts. Ça veut dire que à ce moment-là, la personne est soit complètement inconsciente, soit déjà morte lorsque le plus probablement la branche est posée. La
vraie conclusion, c'est une volonté acharnée d'arriver au décès de la personne. C'est-à-dire que dès le départ, quand la lutte s'engage, il y a une volonté de tuer la personne. On peut imaginer quelqu'un sous l'emprise d'un produit stupéfiant ou quelqu'un qui connaît la victime et qui va s'acharner spécifiquement sur elle. Vous pouvez imaginer que cette avalanche d'informations est difficilement supportable. C'est une horreur absolue alors je suis pas sûr qu'on réalise complètement, mais de s'entendre dire ce qu'a pu subir un être qui vous est cher, un proche. Donc ça, c'est non seulement vous perdez la personne, mais vous la perdez dans des conditions qui sont atroces. Je dirais que ça complète l'horreur, quoi. Je veux dire, voilà. Pour moi, il n'y a plus de gradient dans l'horreur, si vous voulez. Voilà. Après, les questions, on se les pose, on a peur de tout le monde. On ne sait pas. Ça rôde autour de nous, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré? Est-ce que c'est quelqu'un que je fréquente? Bien sûr qu'on se pose beaucoup de questions, mais on n'a pas de réponse. Une nouvelle épreuve attend Patrice Adamzac, annoncer à sa fille de 11 ans le décès de sa maman. Le soir, je vais chercher ma fille à l'école. Et là, je lui dis rien. Je peux rien lui dire d'ailleurs. Et puis à la maison, je lui demande de s'asseoir et je lui demande de s'asseoir et je lui annonce qu'elle ne reverra plus jamais sa maman. Je pense qu'elle a pleuré même avant que je prononce les mots. Jean-Marc, avant de parler des conclusions de l'autopsie, un mot sur cette pratique qui consiste à faire reconnaître le corps d'une victime par un membre de sa famille. Personnellement, elle me choque, surtout qu'aujourd'hui, on dispose de moyens scientifiques infaillibles pour identifier un corps. Oui, effectivement, nous disposons actuellement de 3 méthodes essentielles pour identifier un corps. Tout d'abord, l'étude des empreintes digitales, et puis l'odontologie, c'est-à-dire l'étude des empreintes dentaires, et puis enfin, depuis les années 90, l'ADN. Cette méthode qui consiste à faire reconnaître le corps par un proche de la victime, par un membre de la famille, je l'ai toujours connue. Elle se transmet de génération de policiers en génération de policiers. Mais son utilité aujourd'hui me paraît beaucoup moins évidente que quand j'ai commencé à faire ce métier au siècle dernier. On a appris lors des premières constatations que le meurtre avait eu lieu la veille de la découverte du corps, c'est-à-dire le dimanche 22 juin, entre midi et minuit. L'autopsie, elle, confirme que le crime a été particulièrement violent. La victime a été frappée, étranglée, étouffée avec des feuilles, la tête plaquée au sol. Elle était probablement déjà morte lorsque le tueur a inséré une branche de marronnier dans son corps. Pourquoi a-t-il ensuite cherché à immerger le corps dans l'eau? J'y vois 3 possibilités. Premièrement, il peut s'agir d'un acharnement criminel. Deuxièmement, le tueur a pu vouloir effacer des traces qu'il a cru laisser sur le corps de la victime. Et puis, troisièmement, il a pu vouloir retarder les recherches en camouflant le corps. L'autopsie révèle que la branche de marronnier insérée dans le corps n'a fait aucune lésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à proprement parler de simulacre d'acte sexuel. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Jean-Marc ? Bien sûr, cette branche donne bien évidemment une connotation sexuelle à ce crime, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait été commis par un prédateur sexuel. Cette branche, insérée dans le corps de la victime, peut avoir servi à égarer les enquêteurs, ou alors c'est pour punir et humilier la victime. Quels autres éléments retenez-vous des conclusions du médecin légiste et de la séquence criminelle qu'on peut en déduire ? Le déroulement des faits me laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un acte prémédité. Il peut simplement s'agir d'une discussion, d'une altercation qui s'est transformée en acte violent dont on connaît maintenant les conséquences. Je ne pense pas que l'auteur se soit approché de Caroline Marcel avec a priori l'intention de la tuer.
La nouvelle du meurtre de Caroline Marcel se répand dans la petite commune d'Olivet. Les policiers de la PJ d'Orléans multiplient les auditions pour cerner la personnalité de la victime, celle de ceux qui l'entouraient et connaître ses habitudes. Elle attirait beaucoup les gens. C'était quelqu'un de gracieux, d'ouvert aux autres. Elle avait, comment dirais-je, une chaleur humaine qui faisait qu'elle était très entourée. Elle avait le don, justement, de, comment dirais-je, d'aller vers les autres et de les, comment dirais-je, de les gagner. On était très proches, très très proches. On aimait sortir ensemble, faire des magasins, faire... Voilà, c'était Caroline. En 1992, Caroline Marcel rencontre celui qui va devenir son mari. Je rencontre Caroline par des amis communs, dans une soirée, et très rapidement on s'est revus. On a habité ensemble très rapidement. On s'est mariés aussi assez rapidement derrière. Et puis là, on a eu notre fille. Sa fille, il fallait pas lui trouver le moindre défaut. Sa fille était une réussite absolue. Et elle était une maman heureuse, très heureuse. C'est une maman très, très présente. Elle fait passer sa fille toujours avant elle. Elle est très rigide sur l'éducation. Mais en même temps, elle ne vit que pour sa fille. Depuis quelques années, Caroline Marcel était responsable adjointe dans une agence bancaire d'Olivet. J'ai rencontré Caroline dans une agence où on a été nommés au même moment et on est devenus très amis. On aimait beaucoup courir ensemble, faire du sport ensemble. On sortait beaucoup le soir dans des karaokés, des bars. Elle aimait les gens, elle aimait voir du monde. C'était quelqu'un qui était... qui aimait les autres. Même si elle leur disait mal, mais qui aimait les autres. Elle pouvait être assez dure à certains moments. Ouais, c'était une personne, moi je dirais, entière. Et passionnée. 3 ans avant le meurtre, Caroline décide de se séparer de son... Caroline était sur un petit nuage. Mais le bonheur n'a pas duré. Elle s'est rendue compte après que c'était pas si simple, que ça fonctionnait pas comme elle le souhaitait, que leur histoire était compliquée, difficile, toujours pleine de rebondissements, et qu'elle le supportait plus. L'enquête de personnalité a révélé que Caroline Marcel aimait sa fille plus que tout, qu'elle entretenait de bonnes relations avec son ex-mari et qu'elle était en pleine désillusion amoureuse avec son nouveau compagnon. Les policiers cherchent maintenant à retracer les dernières heures de la victime. Qui a-t-elle rencontré le week-end de son meurtre? Dans quel état d'esprit était-elle? À quel moment a-t-elle croisé son tueur? J'étais allé chercher ma fille le vendredi soir, puisque j'avais la garde le week-end, donc j'avais été la chercher le vendredi soir. Exceptionnellement, j'étais rentré chez Caroline. Elle m'avait invité à rentrer parce qu'elle avait un problème de téléphone. Ce vendredi soir, Patrice Adamzac trouve son ex-femme plus sereine que d'habitude. En cause, sa récente rupture avec son compagnon. J'avais trouvé qu'il y avait un changement dans son attitude par rapport à sa relation. Et donc, au bout d'un certain temps, je suis parti avec ma fille et nous avons passé notre week-end ensemble. Le lendemain, le samedi 21 juin 2008, Caroline Marcel profite de son célibat et prend du temps pour elle. Et ce samedi, elle est allée dans un magasin, comme beaucoup de femmes, elle est allée s'acheter quelque chose. Un peu, on a cette tendance d'aller se consoler un petit peu en s'achetant une inutilité quelquefois.
Mais cette sortie est gâchée quand, par hasard, elle rencontre l'homme dont elle a décidé de se séparer. Il y a eu une dispute dont a témoigné la vendeuse du magasin qui la connaissait bien. Elle a assisté à une dispute. Et donc, suite à cette dispute, Caroline m'a dit je veux être seule, je veux être tranquille. Le dimanche matin, Caroline Marcel téléphone à son amie Anissa Blanquet. Caroline m'a appelé pour me demander si je voulais courir avec elle. Et je lui ai répondu que j'étais désolée, j'étais chez des amis à Paris tout le week-end et je ne rentrerai que dans la soirée. Et donc on s'est dit qu'on se rappellerait en début de semaine. On s'est parlé le dimanche, dans l'après-midi, où elle était chez elle. Et elle me dit, je vais m'occuper de mon jardin et je vais me mettre sur un transat et me reposer. Et donc c'est la dernière fois où on s'est parlé. En fin de journée, la mère de famille quitte son domicile. Le soir, en rentrant de Paris, on a vu sa voiture garée à la place où elle la garait d'habitude au bord du Loiret. Et j'ai dit à mon mari, tiens, Caroline est en train de courir. C'est étrange parce que qu'elle soit partie au bord du Loiret courir, elle n'en avait pas l'intention puisqu'elle m'a dit « je me repose, je suis fatiguée ». Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce qu'elle a eu envie de... Je sais pas, je sais vraiment pas pourquoi elle a changé d'avis puisqu'elle avait décidé de se reposer. Pour Anissa Blanquet, qui courait régulièrement sur le sentier Saint-Avit, il n'est pas surprenant que Caroline Marcel soit allée faire un footing ce dimanche soir 22 juin 2008. Ce jour-là, il faisait chaud. Nous étions au mois de juin. On pouvait courir à n'importe quelle heure. Il faisait très beau. La nuit tombait tard. C'était pas anormal. Rien d'anormal à faire un footing en début de soirée. Rien de dangereux non plus. J'ai couru à des heures tard le soir, très tôt le matin, toute seule. Je crois que la dernière fois qu'il s'était passé quelque chose au bord du Loiret, c'est en 1900. Donc ça fait quand même très longtemps. J'ai même pas pensé une seconde qu'on pouvait être en danger. Quand je vois des jeunes filles seules courir encore aujourd'hui, je vois bien qu'elles ne se sentent pas en danger sur ce sentier. Très vite, je me suis sentie coupable de ne pas avoir été là, de ne pas l'avoir accompagnée ce jour-là. C'est parce que je me suis dit, il a rencontré inopiné avec une personne, peut-être que s'il y avait eu 2 joggeuses au lieu d'une, il ne serait rien passé. Il y en a une qui aurait pu prévenir les secours, courir plus vite. J'ai beaucoup culpabilisé de ne pas avoir été avec elle ce jour-là. Comme aucun élément matériel ne permet de remonter jusqu'au meurtrier de Caroline Marcel, l'enquête des hommes de la PJ d'Orléans s'ouvre à toutes les hypothèses. Alors, au tout départ, on peut imaginer 3 scénarios possibles. Soit c'est un habitué des lieux, c'est un local. Il est là, il a repéré Caroline Marcel qui vient faire régulièrement son jogging. Deuxième scénario possible, on a affaire à un prédateur sexuel national qui se trouve là par hasard ou pas et qui effectivement agresse violemment d'un seul coup cette femme qui est sur son passage. Puis enfin, Caroline Marcel découvre quelqu'un qu'elle connaît et elle s'arrête pour s'entretenir avec cette personne, se méfie pas. C'est l'hypothèse là, plus du proche, de l'entourage de Caroline Marcel dans le 3e scénario qui peut être envisagé. Les policiers commencent par fouiller l'hypothèse selon laquelle le tueur serait un proche de la victime, car ils savent que Caroline Marcel s'est disputée avec son ex-compagnon la veille du meurtre. Ils ont également appris qu'elle n'était plus heureuse dans cette relation. Et puis c'est devenu tumultueux, c'était une relation difficile. C'était pas une relation calme. C'était passionnel et dur. Caroline lui appartenait. Et il la suivait partout. Elle pensait que c'était le hasard, mais rien n'était au hasard. Caroline me disait
Quand elle décidait d'aller soit dans un magasin, soit manger avec une amie, ou comme par hasard, elle le rencontrait. Mais c'était vraiment le pur hasard. Finalement, il surveillait ses déplacements. Elle a compris qu'elle était surveillée. Anissa Blanquet se souvient d'un épisode particulièrement inquiétant. Elle était partie se reposer quelques jours en Bretagne. Il s'appelait très souvent, il s'envoyait des textos. Et il lui demandait où elle était. Donc elle lui raconte qu'elle est assise sur une terrasse. Il l'interroge beaucoup sur qu'est-ce que tu fais en ce moment, où tu es, avec qui, y a-t-il des gens avec toi? Elle lui dit non, il n'y a personne, je suis toute seule. Elle lui raconte la vérité. Et tout à coup, il surgit derrière elle. Elle a pris ça pour de l'amour. C'est je viens te retrouver. Je pense qu'il a testé avant pour voir si elle lui a raconté des bobards ou pas. Une fois aussi, j'appelle ma fille, comme je le faisais tous les jours quand je ne l'avais pas. Voilà, je l'appelle sur le portable de sa mère. Et là, je tombe sur Caroline, bizarre, très gênée, qui commence à me dire « Mais pourquoi t'appelles ? Tu ne devrais pas m'appeler quand je ne suis pas chez moi. » Je dis « Écoute, je ne peux pas savoir que tu n'es pas chez toi, c'est un portable. » Et là, avant qu'elle ait fini, balbutier, il prend le téléphone et il commence à m'insulter de connard, de sous-merde, de tout ça, et en me disant que j'ai pu appeler ma fille quand elle est chez lui, et qu'il voudrait bien me voir pour me péter la gueule. Selon ses proches, Caroline Marcel pouvait être victime d'excès de violence de la part de son compagnon. Un jour, j'ai constaté que Caroline avait des lunettes et un œil au beurre noir. Bon, elle était très gênée de ma question, parce que je lui ai demandé ce que c'était, et elle m'a dit qu'elle était tombée dans les escaliers, ce dont je doute quand même, vu la façon dont elle m'a répondu. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a fait voir les brûlures qu'elle avait aux jambes, et elle m'a raconté qu'il y avait eu encore une dispute, qu'elle s'est accrochée à la portière et qu'il avait démarré et qu'il l'avait traînée sur la route. Il avait réussi à la transformer. Caroline, elle n'était plus elle-même, elle était plus joyeuse, elle était plus rieuse, elle était pas gaie. Elle pleurait souvent, elle était triste, elle était malheureuse. Elle était sous emprise. Quelques jours avant le meurtre, Caroline Marcel aurait confié à ses amis sa volonté de rompre avec cet homme. Elle me dit qu'elle avait peur, elle voulait arrêter la relation, mais qu'elle avait très peur de lui et qu'elle n'en pouvait plus, que c'était pas vivable et qu'elle était au bout de la relation. Ça lui correspondait pas du tout de se laisser enfermer dans ce genre de relation. Elle a mis du temps à le comprendre, mais quand elle l'a compris, elle a dit c'est fini. J'arrête. Négard, plusieurs témoignages évoquent des violences dont aurait été victime Caroline Marcel de la part de son ex-compagnon. Son ex-mari parle de traces de coups sur le visage et ses amis évoquent des blessures à la jambe et la peur qu'elle ressentait. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui a subi des violences conjugales ? C'est vrai que c'est des situations assez compliquées, Arnaud. Faire constater ces blessures permettrait déjà de se constituer des éléments de preuve en vue d'une plainte pénale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont victimes de violences physiques sont également souvent, hélas, victimes de violences psychologiques et économiques avec des risques de représailles, ce qui rend les initiatives radicales assez compliquées. Ce qu'il faut donc faire avant tout, c'est de se confier à quelqu'un. Et au-delà de l'entourage, il existe des lieux d'écoute comme les maisons des femmes, des associations locales avec des sites internet et surtout un numéro de téléphone, le 3919. Tous les témoignages permettent d'établir que Caroline Marcel avait changé depuis qu'elle était avec cet homme, refermée sur elle-même, triste, enfermée dans sa relation. Elle était, selon sa mère, sous emprise. Est-ce que l'emprise est une qualification pénale ?
Oui et non. Le mot emprise a récemment été introduit dans le code pénal. C'était à la suite du Grenelle des violences conjugales de 2019, mais il ne correspond toujours pas à une infraction pénale en tant que telle. On ne peut pas être poursuivi ni condamné pour emprise. Ce qu'il faut donc faire pour permettre une véritable poursuite, c'est de se rapprocher des infractions déjà existantes, comme par exemple le harcèlement moral sur conjoint ou ex-conjoint qui vise des situations de violence psychologique et qui fait encourir à son auteur une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Caroline Marcel voulait en finir avec cette relation sentimentale toxique. Elle venait quelques jours avant son meurtre d'annoncer sa volonté de rompre. Cette fois-ci, elle en était sûre, la rupture serait définitive. Les policiers veulent savoir comment l'ex-compagnon a réagi à cette décision. Dès le lendemain du meurtre, l'homme est auditionné au commissariat d'Orléans. Je sais que la rupture, il la vivait très mal, puisque c'est pas lui qui l'avait décidé, et qu'il pouvait être très violent. Donc oui, c'est vrai que pour moi, tout allait dans ce sens. Interrogé sur la nature de sa relation avec la victime, l'ex-compagnon évoque une liaison passionnée, excessive, parfois violente. Mais il tient à préciser que Caroline Marcel s'en prenait également à lui physiquement. Et surtout, il veut dire que c'est lui qui a rompu. Les policiers lui demandent ensuite ce qu'il a fait le week-end du meurtre. Il habite au nord d'Orléans. Il a quitté l'agglomération orléanaise le samedi en fin d'après-midi pour se rendre à Arcachon, où effectivement son téléphone portable borne le dimanche matin à 10h30. Dans la matinée de ce dimanche, l'homme quitte Arcachon pour rejoindre son domicile, situé au nord d'Orléans. Ses relevés de carte bancaire prouvent qu'à 17h30, il sort de l'autoroute, à quelques kilomètres de chez lui, au péage de Saran. Il affirme avoir directement regagné sa maison et y être resté seul toute la soirée. Mais un élément va venir fragiliser son alibi. La téléphonie donc de l'ex-compagnon de Caroline révèle qu'il a appelé, semble-t-il, de son téléphone fixe vers son portable, vers 17h38. Et deuxième appel du téléphone fixe à 20h27 vers le portable à nouveau. Est-ce qu'il veut démontrer qu'il est bien chez lui, à la maison? On est effectivement sur l'amplitude du créneau horaire du crime à ce moment-là. L'ex-compagnon explique qu'ayant égaré son portable, il l'a fait sonner depuis son poste fixe pour le localiser dans la maison. Il reconnaît également qu'il sait où Caroline Marcel a l'habitude de faire son footing et qu'il lui est déjà arrivé de la retrouver sur place. L'audition se termine. Avant de partir, l'ex-compagnon accepte de se dénuder pour prouver que son corps ne porte aucune trace de lutte, aucune trace de griffure. Ce que les policiers constatent. C'est alors que les enquêteurs obtiennent les images de vidéosurveillance d'un restaurant situé à proximité de la scène de crime. Cette caméra enregistre le passage d'une voiture de couleur grise, similaire à celle de l'ex-compagnon de Caroline Marcel. Sur ces images, filmées à 20h31 le soir du meurtre, on voit une voiture circulant en direction du parking, sur lequel Caroline Marcel garait son véhicule pour faire son footing. On voit effectivement un homme seul à bord, mais les images prises de loin sont difficilement exploitables. Impossible de lire la plaque d'immatriculation et donc d'identifier le propriétaire de ce véhicule. Ce sont malheureusement les seules images de vidéosurveillance portées à la connaissance des enquêteurs. Mais l'épisode de cette voiture mystère souligne une importante faille dans les investigations, selon l'ex-mari de Caroline Marcel. La ville d'Orléans, c'est une ville où il y a 4 ponts. Voilà. C'est-à-dire que si on va du nord au sud, on est obligé de passer par un pont. En tout cas en voiture, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et ces ponts, sur les 4 ponts, il y a des caméras. Et à ma grande surprise, surtout, les enregistrements de cette soirée entre, je dirais, 18h et 22h ou 23h n'ont pas été conservés. Les images de vidéosurveillance de la ville d'Orléans auraient pu permettre de déterminer ou non si effectivement
le dernier compagnon de Caroline, avait fait un déplacement du nord de l'agglomération d'Orléans où il habitait vers le sud à Olivet. Ces images-là, effectivement, on ne les a pas. Les enquêteurs sont intervenus trop tard. Elles ont été effacées malheureusement. Aucun élément matériel ne permet de relier l'ex-compagnon de Caroline Marcel au meurtre. La première réaction, c'est de dire mais non. C'était perturbant, mais on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve réelle. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Des prélèvements ont été effectués sous les ongles de l'ex-compagnon de Caroline Marcel. Leur analyse génétique ne permet pas de révéler l'ADN de la victime. À l'inverse, cela aurait pu simplement prouver une lutte entre les deux ex-amants en rupture. Cette première piste étant dans l'impasse, les policiers se lancent à la recherche de témoignages, mais ils vont vite comprendre que le contexte exceptionnel du crime ne va pas jouer en leur faveur. Déjà, c'est un dimanche soir. Donc, le dimanche soir, il y a déjà, en temps normal, moins de monde dans les rues et dans les endroits touristiques. Et ce dimanche soir, à Olivet, comme partout dans le pays, des millions de personnes sont derrière leur télévision. Il y a un match de Coupe d'Europe qui doit intéresser les Français. À ce niveau-là de la compétition, c'est un fort intérêt sportif. Il y avait un match de foot. Et dans ces cas-là, il n'y a plus personne. Les riverains des maisons voisines de quelques centaines de mètres, non, rien vu, rien entendu. Il n'y avait personne sur les lieux, c'est ça le drame, c'est qu'il n'y a personne sur les lieux à ce moment-là. La tâche des enquêteurs est d'autant plus compliquée que les résultats des analyses ADN n'apportent aucun élément. Le tueur n'a laissé aucune trace derrière lui. Le corps a déjà séjourné plus de 12 heures dans l'eau. Et il y a eu, donc, le soir, un orage violent qui s'est abattu sur Olivet et qui a lavé la scène du crime. Non seulement il n'y a pas d'ADN, non seulement il n'y a pas d'empreinte, et en plus il n'y a pas de témoin oculaire. Donc il n'y a strictement rien, ce qui est de mémoire d'enquêteur extrêmement rare. En pleine journée, au mois de juin, aucun élément, aucun indice matériel ne puisse étayer une enquête, c'est extrêmement rare. Et ça où le crime a eu lieu et il court autour des moulins d'Olivet pour essayer de... on ne sait-on jamais si le criminel revenait sur les lieux de son meurtre. 8 jours après le meurtre, l'enterrement de Caroline Marcel réunit de nombreuses personnes, sidérées par la violence du crime. Caroline a été enterrée dans le Cher, dans une petite commune. Donc c'est différent de la grande ville où il y a un peu plus d'indifférence. Donc il y avait beaucoup de monde. On sentait qu'il y avait beaucoup de chagrin. C'était difficile. Ouais, les gens étaient émus. C'était réconfortant de voir qu'effectivement, il y avait une forme de partage, que l'émotion était partagée. Ouais. C'était réconfortant. Mais ça, c'était Caroline, elle attirait beaucoup de... Elle rayonnait, Caroline. Moi, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très lourd, j'étais avec ma fille, c'était très lourd. J'avais l'impression peut-être qu'elle était encore sous le choc, qu'elle n'avait pas bien compris qu'elle ne reverrait pas sa maman. Elle ne fait pas voir ses émotions. Je me rappelle au cimetière, elle est comme spectatrice. Plusieurs policiers se mêlent discrètement à la foule venue entourer la famille. Ils me préviennent, puisque comme j'en connais certains, ils ont dit que, comme toujours, ils seront aux obsèques, ils prendront des photos. Les relations avec les enquêteurs sont d'emblée d'une grande proximité. Ils nous communiquent leur confiance, leur conviction dans le fait qu'ils allaient très rapidement résoudre l'énigme.
Jean-Marc, j'aimerais tout d'abord vous faire réagir sur cette conviction que les policiers ont partagée avec la famille de Caroline Marcel, à savoir que cette enquête trouverait rapidement une issue. Oui, Arnaud, c'est une promesse pleine d'humanité. On en rêve tous de réussir rapidement à résoudre les affaires dont on est saisi. Mais quand on fait partie d'un service spécialisé, la police judiciaire en l'occurrence, on sait que les affaires qu'on nous confie sont longues et difficiles à résoudre. Alors ce que je disais aux familles quand je les recevais, c'est qu'on mettait tout en œuvre, tous les moyens matériels, tous les moyens humains dont on dispose pour réussir à résoudre cette affaire. Et ça, c'était parfaitement vrai, et c'est toujours parfaitement vrai. Venons-en maintenant à l'ex-compagnon de Caroline Marcel, un homme décrit comme totalement jaloux, extrêmement possessif, allant même jusqu'à surveiller et pister sa compagne, jusqu'à lui faire peur. Selon vous, pourquoi cet homme n'a-t-il pas été placé en garde à vue ? Pour une raison bien simple, Arnaud. Ni les constatations, ni la scène de crime ne mènent à aucun suspect. Et puis personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Il n'y a aucun témoin dans cette affaire. Alors placer cet homme en garde à vue ne servirait pas à grand-chose. Il donnerait sa version des faits à laquelle les policiers ne pourraient rien opposer. Ils ont donc choisi une stratégie différente, celle d'attendre, d'observer et probablement de placer sur écoute téléphonique ce suspect. L'autre hypothèse qui s'impose dans cette affaire, c'est celle d'une mauvaise rencontre, Jean-Marc. Bien sûr, on sait que les femmes qui font un jogging seules sur des chemins isolés sont des proies faciles, sont des victimes faciles. Je déconseille d'ailleurs aux femmes seules de faire des joggings tôt le matin ou tard le soir dans des endroits déserts. Il se peut effectivement que Caroline Marcel soit tombée sur quelqu'un, sur un prédateur sexuel qui l'avait déjà observé, qui avait déjà observé son comportement ou qui se trouvait là par hasard. Alors par expérience, les policiers savent que les agresseurs sexuels agissent souvent en récidive, envisageant maintenant la piste de la mauvaise rencontre, selon laquelle Caroline Marcel se serait trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Les enquêteurs recensent les délinquants sexuels résidant dans la région. Le FIJAI, c'est un fichier sur lequel sont inscrites toutes les personnes qui ont été condamnées pour des délits sexuels. Dans le cas présent, ça peut être intéressant, effectivement, de recenser les personnes ayant des domiciles proches de l'agression, puisque voilà, on est sur un crime où le volet sexuel ne peut pas être exclu. Une des choses qui m'a absolument sidéré, c'est de réaliser que dans la région d'Orléans, Olivet en particulier, il y avait une concentration de pervers répertoriés. J'ai cru comprendre qu'il y avait des raisons techniques à cela, puisqu'on doit être en limite de zone d'interdiction de séjour pour la région parisienne. Mais donc effectivement, dans les fichiers de la police, il y avait énormément de pervers identifiés, répertoriés dans le voisinage de ma sœur. La consultation du fichier permet d'identifier un individu au profil très intéressant. Les enquêteurs découvrent effectivement qu'un habitant d'Olivet, proche du domicile de Caroline Marcel, a été condamné pour viol en 2003. Une condamnation pour viol, et surtout un mode opératoire, rappelant celui du meurtre de Caroline Marcel. Les policiers pensent enfin tenir une piste sérieuse. Ils s'y attachent tout particulièrement parce que, effectivement, l'homme a déclaré à sa victime qu'il voulait la tuer et la jeter dans la rivière le Loiret. On est sur le même scénario, effectivement, qu'avec Caroline Marcel. Les recherches réalisées sur cet individu révèlent une autre information importante. C'était un client de ma sœur. Est-ce que ma sœur, dans le cadre de son activité, était amenée à côtoyer, rencontrer beaucoup de gens de ce type? Peut-être. À l'époque, je n'en avais pas conscience et je n'avais pas conscience de ce que son activité commerciale, donc dans son agence bancaire, pouvait être de nature à la mettre en danger. Cet homme est également reconnu par de nombreux riverains comme étant un habitué des bords du Loiret.
C'est quelqu'un qui promenait son chien régulièrement au bord du Loiret et qui croisait certainement, comme beaucoup de gens, Caroline à chaque fois qu'elle sortait de chez elle pour aller courir. Le juge d'instruction demande alors aux policiers orléanais de creuser cette piste. La téléphonie de cet individu est analysée. Et il apparaît que le soir du meurtre, son téléphone portable a activé la borne du sentier Saint-Avy à 20h23. Son téléphone borne, mais en fait, on s'aperçoit rapidement que, effectivement, il borne parce que c'est effectivement celui de son domicile. Mais alors, où se trouvait cet homme quand Caroline Marcel a été tuée ? Pour le savoir, le 12 août 2008, soit près de 2 mois après le meurtre, les enquêteurs décident de le placer en garde à vue. En parallèle, une perquisition est menée à son domicile. L'analyse de son ordinateur prouve que cet homme consulte régulièrement des sites d'extrême violence sexuelle. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est quelqu'un qui est perturbé sexuellement, qui est en souffrance dans sa sexualité. Il y a une vraie souffrance. Et c'est ça qui est à rechercher dans le cadre des profils des personnes qui sont susceptibles d'être mises en cause. Et l'historique de ces navigations révèle un élément troublant. Lorsque les policiers examinent les ordinateurs du voisin de Caroline Marcel, ils constatent que celui-ci, effectivement, a énormément recherché des informations sur le sujet, sur le crime. Lors de sa garde à vue, l'homme nie toute implication dans le meurtre. Le suspect évoque qu'effectivement, le 22 juin, il a passé l'après-midi chez ses parents et qu'il est revenu le soir chez lui. Voilà, sans que effectivement on puisse avoir des preuves effectivement de sa présence vraiment à ce moment-là sur les bords du Loiret. En l'absence d'éléments matériels permettant de situer cet individu sur la scène du crime le soir du meurtre, la garde à vue prend fin. L'homme est autorisé à quitter le commissariat sans qu'aucune charge ne pèse contre lui. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur les délinquants sexuels de la région. Il nous donne l'impression de penser que dans ce petit groupe d'individus qu'ils ont isolés se trouve le suspect et que ce suspect craquera à l'occasion d'un interrogatoire ou des interrogatoires qu'ils mèneront. Pour la famille de Caroline Marcel, débute alors une attente douloureuse et interminable. Et là, on se retrouve probablement au mois de septembre, à la rentrée, puis il n'y a rien. Ça n'a pas bougé, et là, c'est un peu la douche froide, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, les preuves, les indices qu'on n'a pas réussi à faire surgir jusqu'à maintenant vont se manifester. Négard, on a entendu le frère de Caroline Marcel dire qu'il y avait beaucoup de délinquants sexuels près d'Orléans à cause, selon lui, des interdictions de territoire prononcées à l'encontre de certains individus de la région parisienne. Est-ce que cela est vrai ? C'est une affirmation qui est assez difficile à vérifier, mais le bon sens s'y opposerait. À partir du moment où un mis en cause, à la suite d'une décision de justice, est exclu d'une zone géographique, il peut s'installer partout ailleurs. Et ce serait une drôle de coïncidence que tous les délinquants sexuels parisiens, qui sont exclus de Paris, décident d'aller s'installer à Orléans. On peut donc considérer qu'il est assez peu probable que la ville d'Orléans concentre une quantité particulière de délinquants sexuels. Les policiers ont recensé les délinquants sexuels et pourtant, l'information judiciaire n'a pas été ouverte pour viol. Seul l'homicide a été retenu dans la qualification des faits. Pourquoi, selon vous ? Pour retenir une qualification juridique, il faut que les faits sur lesquels on mène les investigations rentrent parfaitement dans la définition de la qualification en question. Le viol est défini par le Code pénal comme étant un acte de pénétration sexuelle imposé sur une personne vivante. Si la personne est déjà décédée, on parlera d'une autre qualification juridique, qui est celle d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Dans notre affaire, il est probable que l'acte de pénétration sexuelle subi par Caroline Marcel ait eu lieu alors que celle-ci était déjà morte, d'où l'exclusion de la qualification de viol et la qualification seule de meurtre. Maintenant, et dans la mesure où dans cette affaire il y a quand même eu une atteinte sexuelle, il n'est pas du tout illogique que les investigations se soient aussi orientées sur le fichier des délinquants sexuels. L'enquête autour des délinquants sexuels de la région ne donne en rien. Les enquêteurs repartent sur l'idée d'un crime commis par un proche. Ils ont appris qu'une bague de Caroline Marcel avait disparu.
Un anneau avec une petite pierre sans valeur, mais à la symbolique très forte. Le jeudi, avant son décès, elle est arrivée chez moi pour courir. Elle m'attendait dehors. Je suis sortie et elle m'a montré une bague à son doigt. Une bague avec un diamant. Et je lui ai dit, c'est quoi cette bague? Elle m'a dit, je l'ai achetée hier pour me séparer de mon compagnon et lui faire croire que quelqu'un avec qui je suis en couple de nouveau m'a offert cette bague. Elle m'a fait voir sa bague et elle m'a dit qu'elle venait de l'acheter pour se libérer de lui. C'était un faux diamant, c'était pas une bague d'une grande valeur, mais il s'avère que la bague n'a jamais été retrouvée. Jamais, et je sais qu'elle ne la quittait pas. Je sais qu'elle courait avec, qu'elle faisait tout avec cette bague. Autant c'est facile de perdre une boucle d'oreille parce que des coups vont être portés, l'oreille va être tirée, elle va tomber. Autant enlever une bague qui est portée de façon courante, donc qui est bien fixée, qui est en position, est assez difficile, à moins qu'elle soit vraiment très lâche. À la recherche de ce bijou, les enquêteurs fouillent le domicile de la victime. Il me montre des tas d'objets pour essayer de reconnaître la bague que je ne retrouve pas. Pour moi, c'était un petit détail qui, pour eux, avait l'air d'avoir beaucoup d'importance. Pour l'enquête, la bague est l'élément déclencheur de ce qui est arrivé à Caroline. Donc pour eux, oui, la bague est très, très importante. La disparition de ce bijou réveille les soupçons des policiers à l'encontre de l'ex-compagnon de Caroline Marcel. Elle lui a montré la bague en lui disant les mêmes mots qu'elle m'a dit. Quelqu'un m'en a offert une. Regarde la bague. Je pense qu'il est tombé dans une colère folle. Parce que oui, c'est quelqu'un qui veut tout maîtriser. Donc là, je pense qu'il devait être hors de lui. La mère de Caroline Marcel ne peut plus taire ses doutes. Il y a quelque chose qui me taraude. C'est une phrase, c'est un appel de lui. Dans la semaine où nous préparions les obsèques de Caroline, et il m'a appelé au moment de midi en me disant « Il faut que je vous parle, j'ai fait une très grosse bêtise ». J'ai dit, écoutez, on se rappelle, vous me rappellerez, parce que là, je suis vraiment occupée. Et j'ai attendu. Il n'a jamais rappelé. Sans nouvelles de cet homme durant des mois, Françoise Marcel décide de le rappeler. Je l'ai appelé, je lui ai dit, eh bien, vous vous souvenez de ce que... Voulez-vous que je vienne vous voir? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que... Toujours charmeur. J'ai dit non, sauf si vous avez à me dire, vous m'avez dit que vous avez fait une très grosse bêtise et j'attends. Ah non, 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 je ne vous ai pas dit ça. Non, 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 Je dis écoutez, je suis pas gâteuse, j'ai encore un peu de mémoire. Non, 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 vous vous trompez. J'ai dit alors, on n'a pas besoin de se voir. Si vous n'avez rien à me dire, on n'a pas besoin de se voir. J'avais tellement peu de soupçons le concernant. Est-ce que j'ai raté l'occasion de l'entendre dire quelque chose? Je ne sais pas. Le 21 septembre 2009, plus d'un an après le meurtre de Caroline Marcel, l'ex-compagnon est placé en garde à vue. Sa jalousie est au cœur des interrogatoires. Caroline, il la suivait en permanence. Hein. Donc en fait, le fait qu'il se retrouve au parking un soir, ça n'aurait pas été la première fois, ça aurait été presque de la normalité, quoi. T'entends, il faisait des trucs, où il la traite de pute, de traînée, de salope et tout ça, quand même. Hein. Mais aucun élément matériel ne permet d'étayer l'hypothèse de la culpabilité du suspect. L'ex-compagnon reste solide dans ses dénégations et un expert psychologue mandaté pour assister aux interrogatoires
conclut que ses déclarations sont cohérentes et ses réactions adaptées à la situation. À partir du moment où vous n'avez pas la preuve de sa culpabilité, preuve matérielle, tout le faisceau d'indices qui convergent ne sont pas suffisants pour condamner une personne devant un tribunal. À l'issue de sa garde à vue, l'ex-compagnon de Caroline Marcel ressort libre du commissariat. Jean-Marc, au bout d'1 an d'enquête, l'ex-compagnon de Caroline Marcel est enfin placé en garde à vue. Mais hélas, les enquêteurs ne disposent toujours pas d'éléments permettant de confondre cet homme. Oui Arnaud, la stratégie adoptée ne s'est pas révélée payante. Les éventuelles écoutes téléphoniques, les surveillances n'ont pas permis d'apporter d'éléments nouveaux. Alors les enquêteurs ont décidé de crever l'abcès, de placer ce suspect en garde à vue, alors qu'ils n'ont aucun élément pour le confondre. Il y a tout de même cette histoire de bague, Jean-Marc, cette bague, ce symbole que Caroline Marcel utilisait pour bien faire comprendre à son ex-compagnon que leur rupture était définitive. Est-ce que le fait qu'on ne la retrouve pas au doigt de la victime est un élément incriminant ? Alors effectivement, les enquêteurs s'intéressent de très près à cette bague. Sa disparition est un élément extrêmement troublant. Il se peut que l'ex-compagnon ait cherché à retirer, à arracher cette bague, peut-être même au début de l'agression, ce qui aurait provoqué une résistance de la victime, entraînant ainsi un enchaînement de violences fatales. Mais ça, Arnaud, rien ne le prouve. On a entendu la mère de Caroline Marcel raconter que l'ex-compagnon lui avait confié avoir fait une grosse bêtise. Mais là encore, Jean-Marc, vous allez me dire qu'il ne s'agit pas d'une preuve. Effectivement, d'autant que l'ex-compagnon ne reconnaît pas avoir prononcé cette phrase. Elle ne peut donc pas lui être opposée. Les policiers ont le sentiment d'avoir approché la vérité sans parvenir à réunir de preuves. C'est alors qu'un peu plus d'1 an après le meurtre, une autre affaire criminelle va relancer les investigations dans une direction totalement différente. À chaque fois qu'il y a un meurtre, enfin il y en a eu, des meurtres de joggeuses, je fais le rapprochement, je voudrais qu'il soit fait, j'espère qu'il est fait. Moi je le fais dans ma tête. Le 28 septembre 2009, l'arrestation d'un homme pour le meurtre d'une joggeuse commis à une centaine de kilomètres d'Olivet relance le dossier Caroline Marcel. 1 an après le meurtre de Caroline Marcel, les enquêteurs se rapprochent d'un meurtre quasiment similaire. Une joggeuse a été enlevée, violée, puis tuée par effectivement un individu qui habite de surcroît le Loiret. La victime, Marie-Christine Odo, âgée de 42 ans, a eu le malheur de croiser sur le parcours de son footing Manuel Ribeiro Alves da Cruz. Elle est sur un petit chemin en lisière de la commune de Milly-la-Forêt et elle tombe sur monsieur da Cruz qui sort de sa voiture. Qui va l'amener ensuite dans le coffre. Il va fermer le coffre et il va partir en voiture. Il va changer de département. Pendant le trajet, Madame Odo réussit à utiliser son téléphone portable, donne l'alerte. On sent cette peur, cette panique, ces questions que posent les gendarmes qui essayent un petit peu de trouver des indices pour essayer de la retrouver. Il doit se rendre compte qu'elle parle, donc il doit en déduire qu'en effet elle a son téléphone. Il doit vraisemblablement à ce moment-là récupérer le téléphone, le détruire. Il sort ensuite pour se rendre dans un bois, où ils vont donc aller dans un sous-bois. Là, il va violer Marie-Christine Odo. Après ces faits, il va l'attacher à un tronc d'arbre. Et lui, pendant qu'elle est attachée, repart à son domicile. Alors que son agresseur est parti, Marie-Christine Odo parvient à se libérer. Elle sort de ce sous-bois pour aller effectivement sur la route pour essayer de trouver du secours. Et malheureusement, le drame et la fatalité fait que le premier véhicule sur lequel elle tombe sur cette départementale est malheureusement le véhicule de M. da Cruz. Il s'aperçoit qu'elle a réussi à fuir. Donc il va s'arrêter 200 mètres plus loin, l'attendre, et là malheureusement l'étrangler et la laisser dans ce bois morte. Grâce aux éléments apportés par Marie-Christine Odo lors de son appel,
Les gendarmes parviennent à appréhender cet homme de 47 ans. Cette sombre affaire criminelle va rapidement intéresser les policiers orléanais en charge du meurtre de Caroline Marcel. Le fait que ce soit une joggeuse permet un rapprochement rapide. Le deuxième élément, c'est le fait d'avoir soit étouffé, soit étranglé. Ça, c'est un rapprochement qui pourrait être fait. C'est vrai qu'il y a, au niveau du mode opératoire, certaines similitudes. Manuel Ribeiro Alves da Cruz est un récidiviste. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour des faits de viol sur une mineure. En juin 2008, lorsque Caroline Marcel est tuée sur les bords du Loiret, Manuel Ribeiro Alves da Cruz vient de finir de purger sa peine. Il était donc libre. Les circonstances étaient absolument troublantes, puisque très comparables à celles du meurtre de Caroline. Et facteur aggravant, le coupable avait séjourné à Olivet à l'époque du meurtre de Caroline. Donc, quand on m'a fait part de ces informations, j'ai tout de suite cru, un an après, que c'était le coupable. C'est alors qu'une femme va venir apporter un témoignage essentiel. Elle est certaine d'avoir croisé Manuel Ribeiro Alves da Cruz quelques jours avant le meurtre de Caroline Marcel, sur le parking de la Reine Blanche, à l'endroit même où la mère de famille avait stationné son véhicule. Je mets tous mes espoirs en me disant pourvu que ça soit cette personne-là. Déjà incarcéré pour le meurtre de Marie-Christine Odo, Manuel Ribeiro Alves da Cruz est placé en garde à vue, suspecté d'avoir également tué Caroline Marcel. Ça me semble tout à fait naturel. Et des faits de ce type-là, évidemment, il faut qu'ils puissent trouver une issue et qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Dès sa première audition, l'homme conteste toute implication dans le meurtre. Et pour se défendre, il explique qu'au moment des faits, il venait de se faire opérer de la main droite. Même si c'est quelqu'un de râblé et d'assez fort physiquement, je pense qu'une femme qui a la peur de mourir, je pense que l'énergie déployée à ce moment-là doit être assez considérable. Mais surtout, pour étrangler, il faut la force dans les mains. Et il ne faut pas une main, il faut deux mains. La garde à vue se poursuit. Lui-même demande aux enquêteurs si on a retrouvé effectivement des traces d'ADN, parce que, dit-il, à chaque fois, on a retrouvé mon ADN sur les victimes. Et c'est la question qu'il pose effectivement aux enquêteurs, qui ne peuvent pas lui répondre, bien entendu. Sans preuve, sans aveu, impossible d'incriminer ce violeur récidiviste. Pour son avocat, les meurtres de ces deux joggeuses sont trop différents pour avoir été commis par le même homme. Et je pense que dans le cas de Madame Odo, il a tué pour se protéger, en réalité. Donc c'était pas ça qu'il recherchait. Ce qu'il recherchait, c'était le plaisir de la domination sexuelle. Et là, je vois une grande différence entre les deux crimes pour lesquels il a été condamné et ce crime-là. Manuel Ribeiro Alves da Cruz est mis hors de cause. Alors que les investigations semblent être dans l'impasse, la famille de Caroline Marcel demande à être reçue par le juge d'instruction en charge du dossier. Le premier juge d'instruction, donc tout de suite après l'affaire, a été odieux. Comment dirais-je, inhumain. La première chose il s'est adressé à moi en me demandant de ne pas lui adresser la parole, si j'avais des questions, de ne nommer personne, de ne faire que répondre à ses questions, et si j'avais moi des questions, de les communiquer à mon avocat, qui les communiquerait et à qui il adresserait sa réponse. Je crois que j'étais pas en état de lui sauter à la figure, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Et c'était immonde comme comportement. Il ne manifeste aucune empathie vis-à-vis de mes parents,
qui sont des personnes déjà âgées, qui viennent qui sont en état de sidération totale, de détresse, et il n'y a absolument pas la moindre empathie. Dans cette enquête exceptionnelle, toutes les pistes restent ouvertes. Celle de la mauvaise rencontre comme celle du meurtre commis par un proche. L'analyse de la scène de crime et du mode opératoire peut aider à dessiner le profil du tueur. Dans ses actes transparaissent qui il est, quelles sont ses motivations et donc comment mieux le rechercher. Les éléments qu'on a par rapport à la scène de crime laissent penser que c'est quelqu'un qui savait qu'elle risquait pas de croiser d'autres personnes parce que c'est un endroit où il n'y a pas de passage, qui devait probablement l'avoir déjà surveillée, qui ne lui a laissé aucune chance. Il n'a pas voulu la tuer rapidement. Une personne qui veut tuer rapidement utilise un autre mode opératoire parce que l'étranglement, vous allez utiliser vos propres mains pour tuer, c'est pas une arme. Ça donne des éléments quand même au niveau criminologique sur le profil de la personne. On voit bien que l'asphyxie n'a pas été rapide. Et au niveau du mode opératoire, quelque chose qui est de l'ordre d'une psychopathologie sadique avec une volonté d'humilier, parce que mettre des objets dans l'anus, dans le vagin, c'est pas n'importe qui fait ça. C'est un acte d'humiliation massif majeur, une forme de prise de pouvoir, mais pas avec la dimension sexuelle. Quand vous violez quelqu'un avec un bâton, il y a des déchirures, même si la personne est morte, qu'elle a été agressée, et il y a des mouvements de va-et-vient qui blessent. Là, c'est pas le cas. Le fait de mettre un objet de ce type-là dans le vagin, sans qu'il y ait des séquelles, sans qu'il y ait des blessures, laisse penser que ça a probablement été mis plus pour faire croire au viol d'un agresseur sexuel opportuniste. C'est un message adressé aux enquêteurs pour détourner l'enquête. Donc le profil, c'est au niveau criminologique, avec l'histoire de la bague, c'est quelqu'un qui la connaissait, qui savait ses habitudes. Il devait probablement l'avoir déjà surveillée, qui ne lui a laissé aucune chance, qui avait décidé de la tuer en l'humiliant, en prenant le temps de la tuer et en la massacrant, c'est-à-dire aucun respect du corps, et en la jetant comme une ordure, ce qui est absolument abject. Jean-Marc, avant de vous faire réagir aux propos de la psychologue Hélène Romano, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'absence totale d'humanité du juge d'instruction à l'égard des parents de Caroline Marcel. Personnellement, en tant que citoyen, cette attitude, ce comportement m'est parfaitement insupportable, intolérable. La rigueur judiciaire n'empêche pas l'empathie envers les proches des victimes. Bien sûr, quand on est policier, quand on est magistrat, on sait qu'il faut garder une certaine distanciation entre l'événement et soi-même, sinon on ne tiendrait pas le coup. Mais cette distanciation n'empêche pas de prendre en compte la douleur des victimes, la douleur des proches des victimes, et de les recevoir pour leur expliquer ce qu'on a fait, les impasses dans lesquelles on a pu aller et ce qui reste à faire. Quand il n'existe aucun soupçon sur les proches des victimes, on se doit d'être le plus sincère avec eux, tout en gardant secret, bien sûr, les éléments qui pourraient être utiles à la suite de l'enquête. Après avoir étudié de nombreuses hypothèses, il faut bien reconnaître que la piste du prédateur sexuel semble assez peu probable. En revanche, quand on écoute Hélène Romano parler de la personnalité du tueur et du mode opératoire, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'ex-compagnon de Caroline Marcel. Eh bien, c'est tout le problème dans cette affaire. On a des ressentis, on a des impressions, on a même des avis d'experts qui mènent vers l'ex-compagnon. Mais Arnaud, on n'a pas d'éléments concrets. Or, nous le savons, dans une affaire pénale, il faut des preuves matérielles, des preuves concrètes, il faut des témoignages concordants, il faut des aveux corroborés par des éléments matériels. Or, nous n'avons rien de tout ça. C'est sûr, cette affaire qui date de 2008 semble être actuellement en panne. Mais nous le savons, Arnaud, un certain nombre d'affaires que nous avons traitées dans Non élucidées ont trouvé un début de solution, voire même une solution complète après avoir été diffusées. Arnaud, la médiatisation d'une affaire criminelle peut lui donner un nouvel élan. J'en suis convaincu.
j'accepte de témoigner pour Caroline, mais ça me gêne beaucoup. C'est pas dans ma façon de voir. C'est intime, ce chagrin. C'est notre lot à nous. Et j'ai beaucoup de... Je le fais vraiment pour dire, pourvu que ça ait une résonance, peut-être un résultat, qui sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un concours de circonstances qui est incroyablement favorable aux criminels. Mais ça, voilà, ça s'est déroulé de cette manière-là, qui explique qu'aujourd'hui, on en est encore à rechercher le criminel. On se rend compte que dans les dossiers criminels, même très anciens, on a parfois des témoignages qui, 15 ans, 20 ans après, peuvent nous amener à des pistes extrêmement intéressantes. Alors, il est très plausible que des gens aient des informations qu'ils n'aient pas voulu les divulguer par peur. J'ai envie de leur dire, dites les choses, dites ce que vous savez, aidez la famille, aidez-nous à savoir ce qui s'est passé. Oui, il faut parler. Près de 15 ans après la mort de Caroline Marcel, les enquêteurs espèrent que les progrès de la police technique et scientifique vont enfin leur permettre d'identifier le coupable. Les progrès de l'ADN ont été absolument considérables. On peut même retrouver des traces d'ADN qu'on n'avait pas du tout découvertes à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut avoir des recherches qui, à l'époque, étaient négatives. On refait des recherches et là, on trouve de l'ADN. Moi, mon seul espoir, c'est de trouver, enfin, que le meurtrier soit trouvé. Et je crois que je pourrais faire mon deuil qu'à ce moment-là. Bien sûr qu'elle me manque, je pense à elle quand il fait beau, quand je marche, à plein d'occasions, je pense à elle et je me dis, oh là là, si elle était là, ce soir, on aurait été faire ça, on ferait ça. Je pense à elle quasiment tous les jours, elle est dans mon cœur. Je lui parle et je pense à elle tout le temps, bien sûr. L'instruction sur le meurtre de Caroline Marcel se poursuit. La détermination des enquêteurs de la PJ d'Orléans à résoudre l'affaire reste intacte. Le temps passe, mais leur volonté et leur acharnement à faire éclater la vérité ne faiblissent pas. Le crime parfait n'existe pas. Tant que la justice ne clôt pas le dossier et exige de nouvelles investigations, les espoirs d'élucidation demeurent.
reflection still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere.
feet. Snowballs to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Now, appearing nowhere, appearing nowhere. Now, appearing nowhere. are slanted, my reflection's still there.
The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Now, appearing nowhere, appearing nowhere. Now, appearing nowhere.
feet.